Monsieur Roth. Oui. Ouais, bonjour, Lamblin au téléphone, maison Sécurix. Pardon? Lamblin, maison Sécurix. On assure la sécurité de notre entreprise, c'est à Nanzel. C'est une plaisanterie. Non, c'est pas une plaisanterie, monsieur. Écoutez, je suis désolé de vous déranger, mais on a un gros souci. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un de mes gars qui a retrouvé un de vos employés dans un des ateliers. Enfin, ouais, il était mort. On l'a retrouvé pendu. Écoutez, j'entends, il y a la police qui est sur place et ils vous attendent. Ce serait bien que vous veniez rapidement. Vous êtes bien monsieur Lamblay? Donnez-moi votre numéro de téléphone et je vous rappelle pour être plus sûr. Non, c'est pas une blague, je vous assure. Non. Il s'agit de Siro, Yvan. Vous voyez, Yvan Siro. Jeune, là, qui a la grosse Harley. Yvan Siro? Écoutez, prenez le nom et le numéro de téléphone de l'inspecteur, je me mets en route. Non, commencer un dimanche matin comme ça. Bon, par quoi commencer? Bon, je vais respirer. Je vais m'habiller. Appeler Sylvie, elle pourra sortir le dossier au RH, elle sera plus vite que moi sur place. Non. Faut que je prévienne d'abord Martine et les enfants que je pourrais pas être à l'anniversaire de Timéo. Merde, l'anniversaire! Bon, je mets combien de temps pour descendre? 2 heures. Je peux pas prendre la voiture, elle va faire comment, Martine? Bon. Je respire. Je vais téléphoner à Sylvie. Peut-être que c'est une blague, au fond. Peut-être que c'est une plaisanterie, il aimait bien plaisanter. Ou alors peut-être même que c'est pas lui. Yvan. Pourquoi Yvan? Et ici, chez moi, dans mon entreprise, comment on peut faire un truc pareil? Et la partie de tennis. J'allais lui mettre une de ces raclées à André. Quel con celui-là aussi. Putain, s'il y en a bien un qui devrait se pendre. Il est toujours bourré, quel alcoolique. Mais pas Yvan. Yvan Siro. Bon sang. Et son frère qui vient de quitter l'entreprise. Et son père. Qui c'est qui va l'appeler, son père? Qui c'est qui le prévient? C'est moi? C'est la police? Ah non, moi je vais pas pouvoir. Non. Et la boîte, et les commandes, et les clients. Oh non, je peux pas penser à ça maintenant. Si c'était un coup monté. Ça, c'est peut-être un coup monté. Peut-être c'est un meurtre déguisé. Peut-être qu'il traînait dans des trucs pas nets avec son équipe de Harley, là. Ouais, non, bon, là, je m'emporte un peu, là. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler Sylvie. Il faut absolument qu'elle m'attende avant de parler à la police. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah punaise, je peux pas le croire. Yvan. Mais pourquoi il a fait ça? Sa copine peut-être. Ah oui, je sais, sa copine, ça allait pas ces temps. Oh là là, déjà il y a 5 ans, quand il a rompu avec Sibylle, ça a été difficile. Mais non, mais pas Yvan. Yvan, il est toujours joyeux avec sa moto sur le parking, il se la joue tout le temps avec son Harley. Ah merde. Sa moto. Elle est sûrement encore sur le parking. Là, il faut qu'on l'enlève. Il faut qu'on l'enlève avant lundi. Oh mon Dieu, mais comment on va faire ça? Mais comment on va faire ça? Je ne crois pas. Ah, mais il faut que je me dépêche. Il y a la police qui m'attend. Inspecteur comment déjà? J'ai envie de dire l'inspecteur du con, oui. Mais comment il m'a parlé, lui?
Comme si c'était moi qui l'avais pendu, Yvan. Ça va pas, non? Un peu de respect, merde! Oh, oh punaise, c'est pas vrai. Faut que je me calme. Ah, il faut que je me calme. Et en plus, il m'a dit que c'est moi qui devais identifier le corps. Mais je peux pas faire ça, moi, je peux pas. Yvan, je le connais depuis qu'il a commencé comme apprenti, je peux pas aller l'identifier, mais ça, je peux pas. En plus, avec ce que je viens de vivre, moi, c'est pas... Oh bon sang, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Yvan, mais franchement, pourquoi t'as fait ça, hein? Pourquoi à l'atelier? Oh, tu pouvais venir me parler. Oh. Mais bon sang, on a eu l'entretien des Valls vendredi. Tu m'as dit que ça allait très bien, que d'Élodie, tu t'en remettrais, que c'était pas comme avec Sibylle. Non, j'y crois pas, mais j'y crois pas. Oh merde. Maman, je dois appeler maman encore. Oh, je dois lui amener ses médicaments aujourd'hui. Merde. Oh, c'est pas vrai, là je les aligne, mais c'est pas vrai. Et quand je vais y arriver, sur place, est-ce qu'ils auront dépendu le corps? Non, je peux pas. Je peux pas faire ça, moi, l'identifier, non. Il est marrant, Benoît. Bon, il va arriver, d'accord, mais un peu plus, et il manquait pas son week-end, lui. Qu'est-ce que je raconte? Je sais plus ce que je raconte. Mais pourquoi je dis ça? Mais je sais très bien que non. Lui, il va prendre les choses en main, c'est sûr. Oh, il était bouleversé au téléphone, il pleurait presque. Non, je dois pas dire ça. Bon. On doit être fort. Oui, on doit être fort. Pour les autres aussi. Quand la nouvelle arrive, quand elle nous arrive, comme ça a été dit ce matin, je crois que la première chose à faire et que je vous demande de faire avec moi, c'est de respirer un grand coup. Et puis de voir que quand on reçoit une annonce d'un décès brutal, il y a toujours un moment comme ça où le temps s'arrête, un temps suspendu, où les pensées s'entrechoquent, où il y a des pensées rationnelles, il y en a qui sont irrationnelles, il y en a qui sont incongrues, il y en a qui sont peut-être pas tout à fait adaptées. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand la mort s'invite, comme ça, de manière brutale et soudaine, et qu'elle vient percuter le psychisme dans notre quotidien, à un moment où on ne s'y attendait pas du tout, eh bien, il y a de l'irrationnel. C'est important pour moi, aujourd'hui, dans cette présentation, de vous faire comprendre qu'au départ, toutes les pensées qui viennent à la tête, dans la tête, qui parfois sont verbalisées comme elles le sont par le jeu des acteurs tout à l'heure, sont des pensées qui sont normales et à la mesure de la brutalité de l'événement. C'est important pour moi de vous le dire parce que c'est important de savoir que dans ces moments-là, on ne peut pas juger les réactions et les pensées et les verbalisations, le rire, les larmes, l'incongru, quand on est confronté à cela. Il faut vraiment pouvoir accepter qu'il va y avoir à un moment donné cet éclat, cette goutte d'eau qui tombe et qui fait éclater un impact, et que dans cet impact, nous avons tous des manières, juste à ce moment-là, je parle des manières différentes de réagir. Une des premières clés, ça va donc être de respirer profondément, si possible de bouger, parce que ça va nous faire monter beaucoup de stress, beaucoup d'adrénaline, et qu'une des clés, c'est déjà de se mettre en mouvement, de respirer et de faire redémarrer la pensée. C'est un peu l'exercice que je vous demande de faire juste maintenant. Vous venez d'être pris dans quelque chose d'émotionnel, et c'est un pari que j'ai relevé, grâce à Madame Schwander aujourd'hui, c'est un pari que j'ai relevé, que de vous demander maintenant de réaccéder en fait à ce que nous appelons la partie cognitive, votre capacité à penser. Ça peut se faire rapidement. Si vous vous aidez avec votre corps, c'est aussi aidant. Respirer
Poser les choses à plat et se poser des questions essentielles. Prendre le temps de poser et de répondre, si possible dans cet ordre-là, parce que c'est plus simple, à ces questions. Que s'est-il passé factuellement? Quand est-ce que ça s'est passé? Où est-ce que ça s'est passé? Y a-t-il eu, lors de cet événement, et vous verrez pourquoi on pose cette question après, mais des témoins directs? Est-ce qu'il y avait des personnes présentes lors de l'accident, lors du décès? Est-ce que, évidemment, la deuxième question qu'on posera après, c'est est-ce que dans ces témoins directs qui auront été impactés extrêmement fort, y a-t-il certains de vos collaborateurs? Y a-t-il des témoins directs? Qu'est-ce qui a été fait juste après? Généralement, devant tout décès brutal, il y aura une intervention, ou accident brutal, il y a l'intervention des feux bleus, pompiers, police, ambulance. Tout ce qui est de sauvegarder la vie, des premiers secours d'urgence auront été, on va l'espérer, alertés à ce moment-là, seront intervenus sur place et parfois, pas toujours, ça dépend des circonstances, vous serez informés dans le juste après. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Est-ce que la police a été sur place? Est-ce que l'ambulance est encore sur place ou est-ce qu'elle est repartie? Vers où? Si possible, obtenir un état sur les personnes accidentées ou blessées, ce qui n'est pas toujours simple à obtenir comme information. Qu'est-ce qui a été fait? Qui, du service, de la hiérarchie, s'est rendu sur place? Peut-être que c'est à vous de le faire. Comme vous le voyez tout à l'heure dans le premier acte, à un moment donné, ça ne fait pas un pli. Le responsable va se rendre sur place. Plus l'événement est grave et plus il est évidemment important que la hiérarchie se mobilise, se déplace, se rende sur place. Qui est mobilisable rapidement? Dans ce temps de choc, il va falloir prendre en compte et mener des actions de manière simultanée. Un conseil que je peux vous donner, qui est rempli de bon sens, qui va de soi, mais pas toujours facile à suivre, c'est ne réfléchissez pas seul aux actions à entreprendre. Il peut arriver qu'avec la montée d'adrénaline, le stress, on part sur place et arrivé sur place, on n'a appelé personne entre-temps et on commence à gérer tout soi-même. Vous verrez que rapidement, suite à ces situations-là, on peut être très rapidement débordé. Qui est-ce que j'appelle, à part la RH, qui est-ce que je peux appeler dans mon service, dans mon équipe de cadres, qui peut être là en soutien pour pouvoir prendre les décisions. Ces décisions, elles se mettront en place sur 2 plans spécifiques. C'est la communication et le soutien. Je pars du principe que la sécurité, parce qu'il y a des responsables sécurité dans la salle, je pars du principe que la sécurité a été prise en compte. Sauver la vie, les premiers secours, le périmètre de sécurité, la sécurité, c'est la première chose à rétablir. Dans le juste après, se réunir, se rassembler, se poser les questions essentielles, y répondre et ensuite travailler autour de la communication et du soutien. Je vous invite à fermer les yeux, 15 secondes. Fermez les yeux et imaginez une goutte d'eau qui tomberait dans un lac calme et voir les cercles qui sont concentriques, qui vont aller vers l'extérieur. Vous pouvez rouvrir les yeux et ce que je vous propose pour vous guider dans les actions à entreprendre, c'est de repenser à cette image-là. La goutte d'eau, c'est l'événement qui arrive. Elle va impacter, elle va faire éclater quelque chose, et au centre, ce qui va éclater, bien entendu, au cœur du drame, c'est là où les victimes, qu'on appelle les victimes premières, les victimes directes de l'événement. La victime ou les victimes directes de l'événement, qui était-ce? Qui était ce collaborateur?
Depuis combien de temps est-ce qu'il travaillait dans votre entreprise, dans votre service, dans votre organisation? Est-ce qu'il était connu? Parfois, ça fait des années, connu comme le loup blanc, comme on dit, en plus du service, par exemple, informatique, qui fait qu'il connaît absolument tout le monde parce qu'il est passé dans tous les services, et en plus, rayonnant, souriant, avec des questionnements après, évidemment, on ne comprend pas. Quel rôle, quel rapport avec les autres? Est-ce qu'il venait peut-être d'un autre service ou d'une commune voisine, ou récemment, où il avait encore, évidemment, des liens? On identifie qui était le collaborateur. Il n'y a pas besoin de se lancer dans des grandes... Juste se rebrancher sur lui ou sur elle. Et puis, ensuite, on va réfléchir au premier cercle. Qui est impacté directement par cet événement? Bien entendu, la famille, les proches, les intimes. Et c'est là qu'on commence aussi à se poser la question, y a-t-il des proches et des intimes qui travaillent dans le service, dans la commune? Et souvent, il y en a. Qui fait partie de ce premier cercle? Dans ce premier cercle, on identifie aussi les témoins directs de l'événement. Ils sont aussi impactés, un peu différemment, mais autant impactés, parce qu'ils étaient là au moment où ça s'est passé. Même s'ils n'avaient pas un rapport, on va dire amical, ou que la personne qui a été victime d'un accident ou décédée n'était pas connue, comme dans la situation présentée ici, la personne de la boîte de sécurité, il a été témoin d'un événement qui est extrêmement choquant. On met ces gens-là aussi dans le premier cercle. Peut-être qu'ils ne travaillent pas à la commune, mais peut-être que ce sont des sous-traitants. Peut-être que ce sont des personnes qui étaient là à ce moment-là et qu'on doit identifier parce qu'ils ont aussi besoin et droit au soutien. Dans le premier cercle, toujours, on va mettre les collègues du bureau, du service qui le côtoyaient ou la côtoyaient quotidiennement. En général, ceux du même bureau, ceux de la même équipe, ceux du même étage. Et dans ce premier cercle, on va voir se réunir ces gens-là. On les identifie comme faisant partie du premier cercle. Dans le deuxième cercle, on va se poser la question, qui est-ce que ce collaborateur fréquentait ou dans le sens était en contact, peut-être de manière un peu plus épisodique, un peu plus, on va dire, un peu moins fréquente. Évidemment, il s'agit des autres collègues qui sont peut-être dans le bâtiment ou à la cafétéria, qui viennent prendre la pause café en même temps, les fournisseurs, les clients, les bénéficiaires. Et ça demande vraiment, ça ne prend pas énormément de temps, mais c'est important parce que ce qu'on essaie de faire avec ces cercles-là, c'est de n'oublier personne. Je ne vous rassure pas en vous disant que généralement on oublie souvent au moins quelqu'un. C'est peut-être les personnes de l'intendance, c'est peut-être les personnes ou des anciens, un client qui vient de partir, enfin voilà. Mais on fait au mieux pour identifier le premier cercle et le deuxième cercle, et puis on va ensuite au troisième cercle. Est-ce que cet événement-là, qui vient impacter votre quotidien, est-ce que cet événement-là va avoir un impact sur tout le service ou sur toute la commune, tout le personnel de la commune? Et c'est là que, voilà, on essaye de répondre. Et c'est là qu'on n'y répond pas seul à cette question-là, parce qu'on n'aura peut-être pas tout à fait les mêmes avis. On identifie ceux qui font partie de la maison. Une des choses que les collaborateurs de toute entreprise, de toute association, organisation qui travaillent dans la même boîte vont se poser comme question quand ils apprennent la nouvelle, et évidemment, je vous le dirai tout à l'heure, mais on n'arrive plus à coiffer aux photos les réseaux sociaux et les nouvelles vont très vite. Donc ils seront informés, mis au courant de manière inofficielle, d'une manière ou d'une autre. La première question quand ils apprennent la nouvelle, c'est qu'est-ce que la boîte va faire?
hein? Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? Est-ce qu'on va quand même bosser sur la ligne ce matin? Est-ce qu'on va est-ce qu'on va être entendu? Est-ce qu'il y aura un livre souvenir? Est-ce qu'on pourra aller aux obsèques? Et l'entreprise va faire quoi? Parce qu'il avait une famille, et puis il avait des enfants. Qu'est-ce que va faire l'entreprise? L'entreprise, le service, la boîte, c'est vraiment quelque chose, évidemment, à côté de la famille, où on passe beaucoup de temps et qui va constituer un groupe, et ce groupe-là, on doit s'en occuper. Une question inconsciente chez tout le monde, c'est « et si c'était à moi? Si c'était moi qui étais pendu là, qu'est-ce que l'entreprise, qu'est-ce que le service ferait pour la famille? Est-ce qu'il y aurait un avis dans le journal? Est-ce qu'il y aurait une couronne? Est-ce qu'il y aurait une collecte de la part de mes collègues? C'est inconscient, mais c'est important pour moi de vous dire que intervention après intervention où nous rendons avec mes collègues de ICP, il y a quelque chose autour d'un collaborateur regardant et dire « mais qu'est-ce que la boîte aurait fait pour moi et pour mes proches ?» Dans le moment de l'impact, je redis, c'est la goutte d'eau qui va tomber, qui va impacter, créer un moment de choc, respirer, se poser des questions toutes simples, si possible, répondre par écrit, et ensuite commencer à identifier les collaborateurs, les personnes touchées par cercle. S'occuper ensuite de la communication et du soutien.